Ok, salut tout le monde, salut YouTube. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, on va s'intéresser au débat, à ce qu'est le débat, comment est-ce qu'on organise la pensée, etc. Avant toute chose, je tiens à préciser que dans le cadre de mes vidéos, moi je ne sais pas de vous apprendre de la philosophie ou quoi. Je fais juste quelques expériences de pensée, j'amène mes justifications, etc. Et on débat ensemble, on apprend des choses. Enfin, on s'amuse par la cohérence, voilà, c'est ça qui est important. D'autres personnes apprennent très bien la philosophie, c'est pas du tout mon exercice ni ma volonté. Aujourd'hui, on va s'intéresser au débat. Pourquoi je m'intéresse au débat? Parce que, selon moi, le débat d'un point de vue démocratique est nécessaire, d'un point de vue philosophique aussi, d'un point de vue personnel. Il faut être capable, je pense, de pouvoir prendre le plus d'informations sur ce que disent les autres. Et par exemple, le fait de se vexer en débat, bah, ça vous empêche de faire travailler votre cohérence et de vérifier la cohérence par exemple, de vos propos, la véracité, si c'est la véracité qui vous intéresse. Donc avant toute chose, il faut comprendre ce qu'est un peu le but du débat. Donc voilà, j'ai pris un peu ce tableau pour faire une sorte comment on appelle ça, de tableau, hein, tout simplement. Donc c'est une expérience, on va voir si ça a de l'utilité, mais quel est le but derrière le débat, si vous voulez? Bah, c'est une bonne question. Parce qu'on n'est déjà pas tous d'accord. Il y a des gens qui cherchent à convaincre, on va les noter tous quand même. Il y a des gens qui cherchent à convaincre l'autre. D'accord? Ils essaient de gagner, de prouver que leur système a plus. Je reviens tout de suite à la fin. Donc, le but c'est de convaincre, de faire prévaloir ses idées, de les légitimiser, peu importe. Donc, le premier but c'est de convaincre. Le deuxième but, c'est d'accéder à la vérité. Donc, on va mettre la vérité. C'est de la déterminer, de la trouver, de la comprendre, etc. Et le dernier but, j'aurais tendance à dire, c'est l'amusement. Ce que je vais appeler la cohérence. En réalité, toutes ces choses-là sont importantes à travailler en même temps. Elles s'interpolarisent, évidemment, vous avez compris. Mais ce qui est important, c'est de savoir quel est le but de votre interlocuteur dans un premier temps, parce que si le but de votre interlocuteur n'est pas de convaincre, enfin, si le but c'est de déterminer la vérité, et que vous êtes dans un but de convaincre, peu importe si ce que vous dites est vrai ou pas, dans ce cas-là, vous allez être un peu dans une sorte de... comment dire? Vous allez être dans une sorte de... Comment on appelle ça déjà? Vous savez, ça va me revenir. Euh, dans un jeu d'éloquence, enfin de rhétorique. Voilà. Vous êtes dans un exercice rhétorique. Ici, on va voir la rhétorique. Je ne sais pas comment ça s'écrit, peu importe. Dans la vérité, on va être dans la démonstration. Voilà. Et le constat, slash constat, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et ça va être une sorte de collaboration. La rhétorique, c'est purement éloquence. La manière qu'on va s'exprimer et de faire prouver nos valeurs, nos idées. La démonstration, ça va être un peu la rigueur. Et donc la vérité est très proche de la cohérence en réalité. La cohérence, c'est purement démonstratif. Est-ce qu'il est possible de falsifier nos propos? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on va prouver quelque chose qui n'est pas vrai, mais en fait on s'en fiche de la vérité. C'est que de la démonstration. Voilà, dans la cohérence, il n'y a que de la démonstration. On s'intéresse aux outils logiques, aux connecteurs logiques, à ce qu'ils impliquent et à vérifier si les implications fonctionnent ou pas. Donc ça c'est le premier point. Si vous n'êtes pas d'accord sur le but, vous allez déjà avoir des problèmes. Et souvent c'est ce qu'on observe. Moi par exemple, le fait de convaincre ne m'intéresse pas beaucoup. Sauf dans un cadre de politique. Pourquoi? Parce que euh, le fait de convaincre quelqu'un, ça ne va pas avoir d'impact sur votre vie, sauf si cette personne et ses croyances vont impacter votre vie directement. Mais par exemple sur Internet, c'est très très rarement le cas. Donc vous n'allez pas avoir besoin de convaincre. Par contre en politique, ça va déterminer si vous êtes élu ou non. Donc ça va être un point principal. Donc là on a parlé du but. Maintenant on va parler de comment se structure la pensée. Donc la pensée.
Hop, la pensée, c'est une grosse boîte de laquelle sort une idée. Et quand je dis pensée, je pense à une idée en particulier. Donc ça, c'est une idée, égale une idée, si vous voulez. Chaque idée, c'est composé, en fait, de plein de petites boîtes. Moi, je vois un peu la pensée comme une théorie des ensembles, d'accord? Voilà. Plein de petites boîtes qu'on pourrait appeler des présupposés ou des supposés. Hop. Et il y en a plusieurs. Il y en a là, par exemple, il y en a 5. Ces présupposés, ils sont connectés entre eux par des connecteurs logiques. Voilà. Des implications. Ils définissent des implications, des connecteurs logiques. Par exemple, c'est un exemple, si 1 si 1 et 2, alors 3, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. La cohérence, en fait, elle s'intéresse justement à ces connecteurs logiques. C'est ici que se situe la cohérence. Hop. La cohérence, elle s'intéresse donc à ces connecteurs logiques et à vérifier, parce que ces connecteurs logiques, si vous voulez, ce sont des produits de la logique et qui ne sont pas soumis à la vérité. En fait, ils sont véritables parce que nous les avons inventés nous-mêmes dans ce propre système que nous avons créé. Si vous voulez, dans notre propre paradigme, on a inventé la logique, les connecteurs logiques qui sont du produit de cette chose-là. On n'essaie pas de décrire un phénomène que l'on ne fait que expériencer, on a créé un phénomène et on dit que c'est ça, et on dit c'est 2 et ça c'est 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ils ne sont pas contrables. Par exemple, si je dis que... si je dis si, ça veut dire que c'est la considération de la première pensée. Et si on réfléchit par rapport à la cohérence, on dira, tu utilisais le mot si, est-ce que réellement tu prenais en considération ce que tu as mis après si? Dans le cas où la personne utilise le mot si à mauvais escient et par exemple ne prend pas en considération ce qui a été dit pour le si, alors on pourra pointer une incohérence. Et on pourra définir que en fait la démonstration, puisque la démonstration se base en fait sur des connexions logiques entre les éléments, est fausse. Ce qui ne veut pas dire, très important, ce qui ne veut pas dire que la pensée qui en découle, elle l'est. En fait, les connecteurs logiques ne sont qu'une preuve démonstrative de ce qu'on avance. Mais réellement, il est impossible d'accéder aux idées pures. Parce que nous sommes des êtres sentients et que tout passe par notre capacité, nos sens. Et donc nous faisons l'expérience des choses d'une manière biaisée, forcément. Et une règle générale étant que nous ne pouvons pas sortir de nos propres biais. Voilà. Nous sommes conscients de certains biais que nous avons, mais nous ne pouvons pas penser supra-biais parce que nous ne pouvons pas éliminer nos biais. Voilà. Donc, la cohérence. La vérité s'intéresse à la pensée elle-même. Voilà. La vérité, elle s'intéresse, est-ce que c'est représentatif? La représentativité, si vous voulez. Quand on va faire des connexions logiques entre différents éléments et qu'on va en tirer une conclusion, on va se demander, est-ce que cette conclusion est représentative de la vérité? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Par exemple, je vais dire, on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple du sophisme. Voilà, tous les chats ont 4 pattes, Socrate a 4 pattes, donc Socrate est un chat. Et là, on va penser dans la vraie vie, mais est-ce que c'est représentatif de ce que j'expérience? Est-ce que Socrate est réellement un chat? Ou ce que je pense appeler un chat d'une autre manière? Et on va se rendre compte que c'est faux. Et donc, ce qui nous intéresse dans le cas de Socrate, c'est de déterminer ce qu'est Socrate. D'accord? Dans le cas de la cohérence, c'est déterminer pourquoi nous avons eu faux en disant cela. Et dans le cas de convaincre, en fait, ça va être une question d'éloquence. Donc en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à la véracité de ce qu'on dit, mais plutôt à la perception qu'aura cette pensée et ces éléments que l'on va montrer dans notre démonstration vis-à-vis d'un interlocuteur. Donc ça, on va s'intéresser au processing de tout ça.
processing par un système externe. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la manière dont se structure la pensée. Chaque petite boîte, si vous voulez, elles contiennent elles-mêmes plein de petites boîtes. C'est ce que moi j'appelle ça le théorème de la complexité. Donc je vais pouvoir le redéfinir encore une fois, mais j'en parle assez souvent. Hop. En fait, le théorème de la complexité, c'est tout simplement le fait que nous présupposons ce que l'on pourrait appeler des axiomes. Voilà, des axiomes, moi j'appellerais ça même des atomes, à savoir les premiers éléments insécables qui ne sont pas en fait un ensemble de petites boîtes. Ces éléments, on est obligé de les admettre parce qu'on ne peut pas les prouver, on n'a pas de démonstration, voilà. Parce qu'il n'existe pas d'éléments inférieurs qui permettraient de démontrer pourquoi ils sont vrais. Donc on est obligé de les admettre. Mais il nous semble vrai par l'expérience. C'est par exemple le cas de la gravité. La gravité, c'est une loi qui en réalité n'existe pas vraiment, si vous voulez. C'est juste que nous, on voit que les corps s'attirent de par leur masse. Eh bien, nous avons créé cette loi de la gravité sur laquelle nous nous basons, mais nous ne sommes pas capables, ou alors si vous voulez, on va décycler encore plus loin, mais on va dire, voilà, on a un élément, c'est que les corps s'attirent. Et en fait, ça, c'est la perception que l'on a de notre monde. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on voit, on observe par nos sens. Mais on ne peut pas le démontrer plus que ça. Voilà. Donc vous aurez compris que les axiomes, les premiers atomes de la pensée vont construire les premières boîtes fondamentales. À savoir, par exemple, ici, on serait plutôt du coup sur la gravité. Ici, sur les sens, les qualia. Et ici, sur des pensées complexes. Et en réalité, on a ce qu'on a un système de poupées russes qui font que, une fois que les démonstrations sont communément admises, voilà, une fois que ça c'est communément admis, sachant que c'est compliqué en fait de relier tous ces éléments entre eux, de vérifier la cohérence des propos. Ça c'est pas facile comme travail. Mais une fois qu'ils seront emboîtés dans une sous-boîte, enfin dans une boîte qui contient, enfin dans une méga boîte si vous voulez, qui contient toutes les petites boîtes et toutes les connexions logiques et qu'elle sera admise comme vraie, on pourra s'y référer quand on doutera, quand on va douter en fait de nos briques élémentaires. Mais en réalité, on n'y retournera pas souvent et on sera capable d'intuitionner ces idées-là. Si vous voulez, elles paraîtront logiques, fondamentalement logiques. Parce qu'on les aura déjà, entre guillemets, prouvées. Et ça va nous permettre d'éviter de se heurter à un problème, qui est le problème de la mémoire de travail. Si vous travaillez depuis les briques initiales, à chaque fois, vous avez énormément d'opérations à faire. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc déjà, vous pouvez multiplier 5 fois 4 pour avoir le nombre de connecteurs logiques qu'il y a dans ce petit arbre. Et bref, donc ça démultiplie très très vite, de manière très très exponentielle, le nombre de complexités. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire en réalité à la pensée humaine de stocker ces idées-là comme une intuition de la vérité, comme si c'était vrai, et de les considérer comme de nouveaux axiomes. C'est le théorème de la complexité. Et donc on crée des grosses briques à partir de petites briques que nous ne considérerons plus tard. Voilà. C'est pour ça, en fait, c'est comme ça qu'on atteint des théories extrêmement complexes si on les prend depuis le départ, mais qui expliquent des choses particulièrement précises et spécifiques. Voilà, c'est nos grosses briques. Aujourd'hui, on pourrait parler de la psychologie, on pourrait parler des maths, on pourrait parler, voilà, c'est les sciences. Et bien, ces sciences-là, elles sont basées sur toutes ces petites briques à la base. Certaines personnes s'intéressent aux petites briques pour vérifier la cohérence de nos propos. Parce que construire des maisons sur des grosses briques, eh bien, il faut quand même avoir confiance dans les petites briques. Donc, c'est une bonne stratégie, à mon sens, d'y faire travailler certaines personnes pour vérifier l'état moléculaire de la brique. Voilà. Ça, c'est comment est-ce qu'on forme la pensée. Et c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Gardez en tête que le débat, c'est pas forcément une preuve de la vérité, c'est pas forcément convaincre les gens, c'est s'intéresser au fonctionnement de la pensée et comment est-ce qu'on peut démontrer ce qu'on pense. D'un point de vue méthodologie scientifique, la méthodologie scientifique, à mon sens, s'intéresse particulièrement au fait de garder un historique de la logique qu'on a eue. Par exemple, dans la méthodologie scientifique, quand on va faire tourner un certain test pour prouver statistiquement que c'est significatif, eh bien, on va citer le test que l'on a fait, et on pourra... Et en fait, aujourd'hui, par exemple, si on prend un Matt Whitney, on a un peu intuitionné, ou un T-Student,
on a un peu intuitionné que c'était la bonne manière de prouver une significativité. Mais gardez en tête que statistiquement, ce ne sont que des valeurs arbitraires. Et qu'on peut remettre en question ces petites briques élémentaires. Et d'ailleurs, de plus en plus, c'est fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, la p-value, qui prouve la significativité d'une certaine donnée en méthodologie scientifique, a été le golden standard, mais réellement, qu'est-ce que ça prouve? La p-value, dans le cas précis, ça prouve que, selon un certain test statistique, il n'a que 5% de chance que nos valeurs ne soient pas dues au hasard. Enfin, c'est la p-value qui est utilisée généralement. Voilà. Pourquoi pas 1%? Pourquoi pas 10%? Et bien en fait, ça va dépendre de beaucoup d'autres facteurs comme la taille de l'effet, etc. Et ces choses-là, c'est important d'y repenser de temps en temps. Mais il faut garder à l'esprit que ce sont à la base, à toute base, des pensées qui sont totalement arbitraires et indémontrables. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me passionne, la méthodologie scientifique en l'occurrence, et je serai ravi de vous faire d'autres vidéos là-dessus. Allez, bonne nuit tout le monde.